Bonjour à tous, bienvenue dans l'Afrique Info sur CCTV français, en direct de Beijing. Et à la une de l'actualité, le 26e sommet de l'Union africaine s'est ouvert à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Les ministres africains des Affaires étrangères ont participé à la deuxième journée de réunion au siège de l'UA. Ils ont examiné une série de questions, y compris le programme du prochain sommet des chefs d'État. Le dossier burundais et la sécurité en Afrique sont au menu du sommet. Les dirigeants africains arrivent dans quelques heures. Les réunions de 2 jours des ministres des Affaires étrangères sont un prélude au sommet des chefs d'État. Jeudi, ils ont discuté du Burundi, du Soudan du Sud et de la République démocratique du Congo, qui continuent d'être affligés par l'insécurité. Le bilan des réunions est très clair. Ils ont exprimé leur soutien aux avancées réalisées dans le processus de paix en République du Soudan du Sud. Ils appellent le chef des rebelles à se rendre à Djouba afin que le gouvernement de transition puisse être formé. Nous luttons agressivement contre les forces du mal dans notre pays. Nous avons neutralisé la plupart des rebelles des forces démocratiques de libération du Rwanda. Nous n'avons pas encore terminé les opérations, toutefois nous sommes heureux d'annoncer que nous avons accepté de reprendre les opérations avec la MONUSCO. Le Conseil exécutif de l'Union africaine a procédé à l'élection de 15 nouveaux membres du Conseil de paix et de sécurité. Les points à débattre ne manquent pas avant le sommet des chefs d'État et certains suscitent des préoccupations. Et des millions de personnes déplacées dans le nord-est du Nigeria appréhendent toujours de rentrer dans leur région d'origine, malgré l'annonce officielle du gouvernement de sa victoire sur Boko Haram et alors que les terroristes continuent de mener des attaques ciblées. Depuis plus d'1 an déjà, Fatima Youssouf et ses 5 enfants vivent dans ce camp de fortune. Il s'agit d'une vie bien éloignée de ce qu'elle pourrait connaître de retour chez elle à Bama. Fatima nous a rappelé que le chaos s'est très vite installé après la prise de contrôle de la ville par les insurgés de Boko Haram. Son mari fut tué au cours de l'un des innombrables raids terroristes, l'obligeant à quitter son foyer en catastrophe. Un jour, les terroristes de Boko Haram ont débarqué au sein de notre communauté à la recherche de nouveaux hommes. J'ai immédiatement demandé à mon mari de se cacher, mais quand ils l'ont trouvé, ils n'ont pas hésité à le capturer et à l'emmener avec eux je ne sais où. Je ne l'ai jamais plus revu depuis, je n'ai cessé de le rechercher jusqu'à ce qu'on me confirme qu'il a été tué. Bama figure dans la longue liste des villes contrôlées par Boko Haram. Malgré sa reconquête par les forces gouvernementales, la plupart des infrastructures de la ville ont été détruites et la sécurité n'y est pas encore rétablie. Boko Haram continue cependant de mener des attaques ciblées dans les territoires récemment repris par l'armée. Les millions de déplacés internes du pays craignent ainsi de retourner chez eux. Je serais évidemment ravie de retourner chez moi avec mes enfants, mais avant cela, la paix doit revenir de façon durable à Bama. Il n'y a pas de meilleur endroit que chez soi, mais pour le moment, le retour est très compliqué car nos maisons ont été détruites par Boko Haram. Ici dans le camp, malgré les conditions précaires, nous sommes en sécurité et nous avons accès au minimum, tels que l'eau, la nourriture et des services de soins. Mais je le répète, quand la sécurité à Bama sera rétablie, je serai heureuse de rentrer chez moi. Pour le moment, Fatima et les autres réfugiés resteront dans le camp, tant que leurs vies ne seront plus menacées dans leur région d'origine. Les gouvernements des États concernés font de leur mieux pour garantir l'approvisionnement de nourriture et de matériel de première nécessité. Je peux honnêtement affirmer que tout est sous contrôle. Plus de 2 millions de personnes ont dû fuir leur foyer depuis le début de la vague d'insurrection meurtrière en 2009. Depuis, les forces armées gouvernementales ont repris la grande majorité des territoires contrôlés par Boko Haram. Mais les millions de déplacés internes du Nigeria mettront du temps avant de retourner chez eux et de pouvoir enfin retrouver une vie normale. Les experts maritimes internationaux avertissent que les bateaux voyageant dans les eaux au large de la côte somalienne font face à un risque accru de piraterie cette année. Les autorités somaliennes attribuent la reprise des actes de piraterie à la pêche illégale. Après des années d'efforts coordonnés pour combattre les actes de piraterie le long de la côte somalienne, les experts préviennent que les bandits de la mer pourraient faire leur retour. Et parmi les raisons de ce retour, l'instabilité politique dans les secteurs qui autrefois servaient de base aux pirates.
Les autorités dans ces secteurs disent maintenant que les pirates avec des capacités techniques pourraient bientôt agir au large malgré la présence d'une importante force d'opération de la marine de l'Union européenne le long de la côte somalienne. Notre côte est trop longue et nous avons besoin d'avions qui les survolent pour la surveiller. Nous ne possédons pas non plus de bonnes communications. Il y a beaucoup de bateaux européens occidentaux, mais ils disent toujours qu'ils n'ont pas l'autorité pour capturer les pêcheurs illégaux. Ils disent que leur mandat est de capturer seulement les pirates. Les autorités ici, dans l'état de Puntland, combattent depuis des années la piraterie. Leur force maritime ne dispose pas de fonds suffisants et n'est pas assez formée. Elle possède quelques bateaux et n'a eu du succès qu'en traitant avec les chalutiers étrangers. La piraterie est le résultat d'un manque de respect des lois, mais n'oublions pas la cause principale, les chalutiers de pêche illégaux. Ils privent la communauté des pêcheurs locaux de sa seule source de revenus. La communauté internationale n'est concernée uniquement que si un bateau est attaqué. Mais la seule manière de gagner cette guerre, c'est de s'occuper de la pêche illégale. Et au Zimbabwe, à présent, où le gouvernement a commencé à délivrer des permis aux agriculteurs commerciaux blancs, le média d'État, en citant le ministre des Terres du pays, a déclaré que les agriculteurs blancs recommandés par leur province resteraient sur leurs exploitations. Le programme de réforme des terres du Zimbabwe a commencé en l'an 2000. Au moins 3800 agriculteurs blancs ont acquis leur exploitation au cours des 15 dernières années. Il en reste environ 300 et ils ont peur de perdre leurs biens. Mais ils ont pu obtenir un sursis après l'annonce que ces exploitations avaient une importance nationale stratégique et qu'elles pourraient rester dans les mains de leurs propriétaires blancs. Cette annonce a été pour la première fois soulevée l'an dernier et ensuite saluée comme une victoire pour le pragmatisme économique sur l'opportunisme politique. Si vous dirigez une économie capitaliste, vous devez être capable de vos cultures à des rendements qui vous donneront un grand profit sur le marché international et vous devez aussi pouvoir donner à manger à votre peuple car une fois qu'il y a un problème de nourriture dans votre pays, cela vous lie les mains. C'est une manière d'être pragmatique dans une économie capitaliste. La production des grandes exploitations a chuté après le début de la redistribution des terres. Certains l'ont récupéré, mais à l'exception du tabac, ils ont des niveaux de production d'avant 2000. Les agriculteurs blancs souhaitent des compensations, une chose que le gouvernement n'accepte pas. Si en tant qu'agriculteur possédant ma propre terre, qui a été acquise, et que désormais je vais avoir un bail, cela ne va certainement pas fonctionner. Le différend pourrait faire échouer la nouvelle distribution, mais le CFU est encouragé par un processus négocié par l'UNDP, la Banque mondiale, qui cherche une solution à l'impasse. Nous reconnaissons que le programme de la réforme de la terre est en place. Nous reconnaissons qu'il y a des zones de conflit. Et nous n'allons jamais être comme nous étions en 2000. Prenons note de cela, mais trouvons une solution amicale et rendons la terre disponible pour toutes les classes d'agriculteurs, dont les Blancs. Malgré les rapports, le syndicat doit à présent discuter avec tous les membres concernés par ces baux. Deuxième partie de cette édition. Le président nigérian Muhammadu Buhari et son homologue kényan Uhuru Kenyatta ont assuré aux investisseurs des deux pays que leur gouvernement garantira la création d'un environnement favorable aux affaires commerciales, ceci dans le but de favoriser les échanges bilatéraux. À Nairobi, les deux dirigeants ont en effet eu des échanges avec les investisseurs alors que la visite de 3 jours du président Buhari entrait dans sa deuxième journée. Investisseurs nigérians et kenyans participaient aux discussions. Il s'agissait de définir comment les deux pays pouvaient améliorer leur coopération et saisir les opportunités d'investissement de part et d'autre. Lors de la rencontre des présidents Kenyatta et Buhari, le monde des affaires a fait part de sa lassitude face aux obstacles qui entravent les relations commerciales entre les deux nations. Il existe des problèmes spécifiques en matière de défis aux affaires auxquels font face les sociétés, et cela sur les deux marchés. Dans le cadre de ces interactions à haut niveau, dont la bonne volonté a été prouvée lors de négociations, nous demandons que ces problèmes en suspens soient résolus au plus vite. Ces deux géants, si nous travaillons ensemble, il nous sera possible de créer davantage de richesses et une activité économique plus forte.
Parmi les problèmes majeurs soulevés par les investisseurs, on peut évoquer la double imposition, les interdictions d'importation sur des produits particuliers vers le marché nigérian, ainsi que la durée à la longueur exagérée nécessaire pour qu'importation et exportation atteignent les deux destinations. Les deux dirigeants se sont engagés à se débarrasser des obstacles. Le président Uhuru Kenyatta a été un ardent défenseur du commerce africano-africain. Muhammadu Buhari et Uhuru Kenyatta estiment que les accords ratifiés par leur gouvernement pourraient marquer le début de l'intégration africaine. Je crois fermement à l'avenir de ce continent. L'avenir de notre peuple ne sera possible que lorsque nous pourrons agir l'un sur l'autre. Lorsque notre peuple pourra circuler librement entre nos frontières, lorsque les produits fabriqués au Kenya seront au Nigeria, en Afrique du Sud et en Égypte, comme ils le sont chez eux. Lorsque le capital venant du Nigeria sera aussi conséquent au Kenya qu'il l'est en Afrique du Sud ou au Zimbabwe. Et une fois que notre peuple pourra se sentir comme chez lui partout sur le continent. Je pense que nous sommes sur le bon chemin. En effet, le secteur privé est le moteur du processus, et cela avec le soutien du gouvernement. En 2013, lorsque l'ex-président nigérian Goodluck Jonathan s'était rendu au Kenya, 7 accords destinés à accroître les échanges commerciaux bilatéraux avaient été signés. Ces documents concernaient le tourisme, le commerce et l'investissement, le pétrole, le gaz, l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques, des conclusions d'accords sur la double imposition, l'agriculture, le bétail, la pêche et le jumelage des villes. Et au Nigeria, les personnes qui critiquent la décision de la Banque centrale de ne pas dévaluer la monnaie pensent que ce refus pourrait nuire à l'économie. Le gouverneur de la Banque centrale a en effet refusé toute forme de dévaluation après la réunion du comité de politique monétaire mardi, ceci malgré une dépréciation de la monnaie. Le Naira est sous pression depuis le départ de nombreux capitaux en raison de la baisse des prix du pétrole. Les partisans de la dévaluation du Naira espéraient que la Banque centrale allait céder à leur demande de faire certains ajustements après la réunion du comité de politique monétaire de mardi. Mais ils ont été déçus quand le gouverneur Godwin Emefiele a déclaré qu'aucun changement n'avait été décidé. J'aimerais avoir les dollars, j'aimerais avoir des réserves de 50, 60 ou 40, et nous ne serions pas dans cette situation. C'est parce que nous avons des ressources limitées et nous allons continuer à dire qu'il faut donner la priorité à l'utilisation des ressources limitées, mais pour le bien de notre pays. C'est une décision qui ne convient pas au banquier d'investissement Johnson Chukwu qui demande la dévaluation du Naira et moins de contrôle des marchés de change. Nous devons nous demander pourquoi ils ne veulent pas dévaluer la monnaie. Et il y a des facteurs qui vont jouer. Le facteur le plus important est que l'exécutif refuse d'accepter la dévaluation comme outil pourtant nécessaire à l'ouverture du marché. Pour cette raison, ils vont à l'encontre de ma demande de dévaluation. Mais je savais qu'ils n'iraient pas contre la position du président. Le président Muhammadu Buhari n'a en effet jamais caché son aversion pour la dévaluation. Il a dit clairement qu'il attendait encore d'être convaincu. Mais le Naira a continué de baisser face au dollar sur le marché non officiel, atteignant 303 Naira pour un dollar mercredi, alors que le taux officiel demeure fixé à 197 pour un dollar. La baisse est surtout provoquée par le manque de dollars. Le Nigeria a vu ses revenus en dollars diminuer d'environ 70% en raison de la baisse des prix du pétrole. Les avocats de la dévaluation comme Johnson Chukwu disent que le fossé entre Naira officiel et Naira officieux est trop grand et que l'équilibre doit être rétabli. Aucune chance d'attirer de nouveaux investissements étrangers. Nous ne pouvons pas attirer d'investisseurs, ce qui nous empêche de stabiliser le taux de change. Il faut ajuster ce taux de change. Le Nigeria a vu ses réserves chuter à 28 milliards de dollars, résultat de sa politique qui consistait à utiliser ses réserves pour défendre le Naira. Le prix du pétrole ne semblant pas vouloir remonter, les choses pourraient encore s'aggraver pour la première économie d'Afrique. Le gouverneur de la Banque centrale appelle la population à se serrer la ceinture. Nous sommes à une ère où le prix du brut va rester bas pendant encore longtemps. Et ce ne sera pas comme en 2008 ou en 2009, où ça ne durait que 8 mois. Jusqu'à maintenant, ça a duré depuis 14 mois et on ne voit pas de lumière au bout du tunnel. J'aimerais pourtant qu'il y en ait.
Les mesures qui ont été prises sont pénibles, mais elles sont dans l'intérêt de notre peuple et l'intérêt du Nigeria et des Nigérians doit être placé au-dessus de tout. La Banque centrale sud-africaine a anticipé en relevant son taux de référence par un demi-point de pourcentage, affirmant que les perspectives pour l'inflation se détériorent significativement, tandis que la croissance économique ralentit. Le pays vient juste de voir ses prévisions de croissance baisser d'1% et sa monnaie est sous pression. Le rand sud-africain a perdu près de 14% depuis la dernière réunion du CPM, le Comité pour la politique monétaire. Cette baisse a joué un rôle dans le processus de décision du CPM, de même qu'un taux d'inflation en hausse, notamment sur la nourriture. Vu la détérioration sur les prévisions de l'inflation, le CPM a décidé de hausser le taux de référence de 50 points de base à 6,75% par an, hausse effective à compter du 29 janvier 2016. Étant donné le changement des attentes sur l'inflation, la position adoptée par la Banque centrale est judicieuse. La déclaration faite ce jour nous permet de dire que ce n'est qu'un début. Si nous nous penchons sur les prévisions, notre banque s'attend à ce que l'inflation reste en dehors de l'objectif pour plus longtemps encore. Bien sûr, c'est au vu d'un rand faible. Nous sommes pessimistes sur les prix de l'alimentation qui ont été revus à la hausse de manière significative. Alors la position adoptée par la Banque centrale est la bonne. C'est le signe que la Banque centrale colle à son mandat et a décidé de faire ce qu'elle a à faire. Nous devons maintenant voir si le marché réagit comme nous le souhaitons. Si cette hausse est conforme aux attentes, est-on pour autant au début d'un cycle de hausse prononcé ? L'avis général était que nous verrons probablement une hausse de 100 points de base cette année. C'est toujours le cas. Nous devrions donc voir une nouvelle hausse de 50 points de base dans l'année. Pour certains économistes, le gouverneur et le CPM ne devraient pas proposer de nouvelles hausses avant au moins mars. Nous devrions en rester là pour le moment. Ils réagiront à ce moment-là. Ils l'ont mentionné plusieurs fois déjà que la croissance est encore très faible. Mais nous savons qu'il y a des contraintes structurelles qui ne relèvent pas du mandat de la Banque centrale, mais qui prendra cela en considération. En termes de degrés, beaucoup sera dicté par les prévisions d'inflation. C'était une réunion cruciale du CPM, car elle donne le ton du discours sur le budget du nouveau ministre des Finances. Que peut-on en attendre ? Il faut prendre en compte ce que l'Afrique du Sud fait de bien du point de vue des agences de notation. Aller dans la bonne direction pour elle, c'est adopter des politiques de rigueur, des politiques fiscales. Je pense que les 2 prochaines années vont être difficiles et que malgré les faibles prévisions de croissance, le gouvernement va rester sur cette ligne et baisser ses dépenses. Cela va donner du fil à retordre aux décideurs. Nous savions tous que nous étions dans un cycle à la hausse des taux d'intérêt. Mais au point où en sont les consommateurs actuellement, et vu l'inflation sur la nourriture, ce sera dur de survivre. Pas une grande surprise, mais une surprise quand même, et un choc pour les consommateurs endettés. Il faut maintenant pour ces derniers payer un demi-point de pourcentage de plus que la veille. La Chine et Maurice ont signé des accords pour renforcer leurs échanges et coopération médiatique. Plus tôt cette semaine, une délégation de l'administration d'État, de la radio, du film et de la télévision de Chine a signé des accords avec la coopération de diffusion de l'île Maurice pour y diffuser des films et des programmes télévisés chinois. Il s'agit de la seconde création de projet de coopération de films et de télévision Chine-Afrique qui a pour projet de promouvoir les échanges de programmes entre la Chine et l'Afrique. Pendant ce temps, la radio et la station de télévision de Guangzhou au Guangdong ont fourni des programmes télévisés avec des sous-titres Hakka à la chaîne MBC. Une majorité de la communauté chinoise à l'île Maurice est originaire de Meizhou dans la province du Guangdong où le Hakka est la langue maternelle. Nous espérons qu'en signant ces accords, nous serons capables de promouvoir l'entente mutuelle et l'amitié entre nos 2 peuples au travers d'échanges de programmes et de films télévisés, ainsi que de renforcer nos liens bilatéraux. L'audience chinoise doit connaître l'île Maurice au travers de programmes télévisés chinois et j'espère que la MBC pourra bientôt venir en Chine pour produire des programmes et les diffuser sur la MBC pour l'audience mauricienne.
Nous sommes enchantés d'avoir des programmes télévisés à diffuser sur MBC. Cela améliorera nos relations, en particulier depuis que nous avons une équipe de CCTV News dans nos bâtiments et nous diffusons également des séries et 2 fois par mois, nous diffuserons des films chinois qui ont été aimablement mis à notre disposition. Le constructeur automobile public ougandais Kira Motors Corporation est en train d'achever de construire ce qui devrait devenir le premier autobus à énergie solaire d'Afrique. Le prototype se trouve dans sa phase terminale et devrait être dévoilé le mois prochain dans la capitale Kampala. Phase de finalisation. L'équipe d'étudiants en ingénierie travaille d'arrache-pied pour achever leur projet. Cet autobus est entièrement électrique. Il est équipé de batteries ainsi que d'un panneau solaire sur le toit pour servir de complément énergétique. Il y a un moteur qui fonctionne de manière silencieuse. Il n'y a pas de pollution sonore. Nous n'utilisons aucun carburant dans ce système. L'autobus est le produit de plusieurs années de recherches approfondies pour des véhicules pouvant offrir des solutions économes en carburant pour l'Afrique. L'équipe derrière ce bus à énergie solaire estime qu'il est le premier de son genre en Afrique. Une fois le travail achevé, les membres de cette équipe estiment qu'il permettra de réduire les émissions polluantes et également d'offrir un trajet plus agréable aux passagers. Ce bus peut couvrir une distance de 80 km avant d'être rechargé. Les chercheurs estiment que les bus fabriqués localement tels que celui-ci coûtent moins cher que des bus importés. Nous pensons que si nous commençons à produire des autobus en Afrique, cela résoudra le grave problème de transport qui existe dans ce pays et en Afrique en général. Les bus importés coûtent extrêmement cher. Les ingénieurs ont confiance dans le fait qu'une fois leur concept achevé, ils travailleront avec des entreprises internationales déjà établies pour construire et fournir davantage de bus tels que celui-ci. Et ainsi s'achève l'Afrique Info. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur CCTV Français.